Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette édition, une page spéciale consacrée à l'arbitrage en mer de Chine méridionale, annoncée hier à 17 h heure de Beijing. Quelles sont les réactions des parties concernées? Quelles sont les conséquences éventuelles et qui se trouve en coulisses? Voici les éléments que nous allons apporter avec notre invité, M. Li Dan, politologue et professeur de l'Institut de diplomatie de Chine. Bonjour M. Li. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous avez suivi de près les derniers développements de l'incident. Que pensez-vous de ce soi-disant verdict? Est-ce une surprise ou bien l'aviez-vous prévu? Pourquoi? Ce n'est pas une surprise du tout. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi, ni pour mes collègues, ni pour les Américains, ni pour les Philippins. Tout le monde connaît déjà les résultats avant que la décision arbitrale soit rendue publique par ce soi-disant tribunal arbitral de La Haye. Donc, regardons ensemble la composition de ce tribunal avec les 4 arbitres nommés et sélectionnés par le président de la Cour permanente d'arbitrage, qui est un Japonais. Le Japon, à savoir que le Japon est un pays qui a des litiges territoriaux avec la Chine autour de l'île Diaoyuan. Le 5e membre du jury a été sélectionné par les Philippines eux-mêmes. Donc, le conseiller juridique de la délégation philippine, c'est un Américain, un avocat américain, dont le nom est Richard. Et il a pris une position très bizarre avant que la décision arbitrale soit rendue publique, en disant que ça va donc renverser tout le fondement de toutes les revendications chinoises en mer de Chine méridionale. Et du côté du département d'État américain, on a connu la même chose. Donc, ce n'est pas moi tout seul qui est là pour vous dire que ce n'est pas une surprise pour moi. Tout le monde connaît déjà le résultat avant que la décision soit prise. Donc ça, c'est la chose la plus bizarre de ce verdict, soi-disant verdict. Et le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « La sentence est nulle et non avenue et n'a pas de force obligatoire ». Pourquoi une telle déclaration, selon vous? C'est nul parce que la Chine n'a pas accepté de participer à ce procès d'arbitrage. Pour qu'un arbitrage soit valide, la condition préalable est que toutes les parties engagées acceptent la validité de ce tribunal, acceptent de participer à ce processus et d'accepter les résultats qui en découlent. Ce n'est pas le cas pour la Chine. Et puis, pour cette convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Chine a signé la convention, mais en 2006. Donc la Chine, sous forme d'une déclaration officielle, a exclu toutes les possibilités pour que les questions touchant à la souveraineté territoriale soient résolues, soient étudiées ou décidées par une procédure obligatoire, quelle qu'elle soit. Donc il est exclu que les questions touchant à la souveraineté territoriale soient discutées, soient étudiées, soient décidées par un tel tribunal. Donc, aux yeux des Chinois, c'est un tribunal totalement instrumentalisé, constitué de façon unilatérale, sans consentement de la Chine, par la partie philippine, donc sans aucune validité juridique ni politique. Comme vous avez dit, presque toutes les parties prenantes ont prévu ce résultat et donc un quart d'heure après la déclaration de la CPA, le ministère philippin des Affaires étrangères a déjà organisé une conférence de presse saluant bien sûr le verdict. Et quelle sera selon vous la prochaine décision de Manille après le verdict? À mon avis, Manille se trouve en ce moment dans une situation difficile.
c'est le résultat d'un processus qui a duré quand même plus de 3 ans, lancé par la partie philippine. Donc il est normal qu'une conférence de presse soit organisée par le ministère philippin des Affaires étrangères pour clore en quelque sorte ce processus après que ce verdict soit tombé. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout dans les intérêts des Philippins que cette décision a été prise. Le nouveau président philippin, le processus a été lancé par l'ex-président, l'ancien président, Aquino III. Aquino III, donc le nouveau président philippin, M. Duterte. Donc nous avons remarqué qu'il a manifesté une retenue beaucoup plus importante que son prédécesseur. Voilà, il faut maintenant retourner sur le bon rail. Il faut que les deux pays, la Chine et les Philippines, se retrouver sur la bonne voie pour reprendre leurs négociations bilatérales. Et en même temps, il faut éviter que des acteurs qui ne sont pas de la région, comme les États-Unis ou le Japon, s'ingèrent dans les affaires régionales. Et donc, vous pensez que malgré que c'est une décision en faveur des Philippines, c'est aussi une situation difficile pour ce pays-là? Je ne crois pas que c'est en réalité quelque chose de très favorable aux Philippines, parce que ça va créer des difficultés dans la région. C'est comme la boîte de Pandore a été ouverte, donc ce procès donne un mauvais exemple pour ceux qui veulent suivre l'exemple de ce mauvais exemple donné par les Philippins en pensant à cette code de bonne conduite, à la déclaration sur la conduite dans la région en mer de Chine méridionale. Donc, par la voie diplomatique et politique, les pays de la région ont déjà trouvé quelque chose qui peut conduire au fur et à mesure à une éventuelle solution du problème. Donc ils sont donc bien d'accord sur un consensus de résoudre le problème par la voie diplomatique. Donc aujourd'hui, quelqu'un a osé lancer ce processus juridique qui n'est pas valide du tout. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est forcément pas dans les intérêts de ces pays riverains de la mer de Chine méridionale. Comme vous l'avez évoqué déjà, les différends en mer de Chine méridionale ne concernent pas seulement la Chine et les Philippines, mais aussi une autre puissance incontournable, à savoir les États-Unis. Quel est le rôle joué par Washington, selon vous, dans cette affaire? Les États-Unis ont depuis longtemps déclaré qu'ils ne vont pas prendre de position vis-à-vis des différents territoriaux entre les pays de la région. Mais cette fois-ci, de façon très claire, les États-Unis ont joué un rôle de troublemaker. Donc, il est là pour créer des problèmes avec ses portes d'avions, ces avions de guerre qui sont entrés dans la région sous prétexte de la protection d'une soi-disant liberté de navigation. Cette liberté de navigation n'a jamais été menacée dans la région, en mer de Chine méridionale. Donc cette nouvelle prise de position américaine correspond, à mon avis, peut-être à la stratégie américaine du retour en Asie-Pacifique lancé en 2009 pour affaiblir un peu la Chine qui est maintenant en pleine montée en puissance. Ce qui est ridicule, à mon avis, c'est que les États-Unis, qui n'ont pas signé à cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il a adopté une position opportuniste cette fois-ci vis-à-vis de ce dossier qui déchire les Philippines et la Chine. Donc un rôle dangereux et ridicule, à mon avis, des Américains dans ce dossier.
Et il y a 3 ans que les Philippines ont soumis à l'arbitrage leurs différends en mer de Chine méridionale de façon unilatérale, comme vous avez dit. Et maintenant, la situation a été rendue publique maintenant. Et quelles seront, selon vous, les répercussions pour la région à court terme? Oui, ça, je vous ai déjà montré un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc c'est un très mauvais exemple que les Philippins ont donné aux autres pays de la région. Aujourd'hui, la décision a été, la sentence arbitrale a été rendue publique. Je crois, au moins en ce moment, ça va créer des troubles au niveau de la stabilité régionale au sein de l'ASEAN, de l'Association des pays des États de l'Asie du Sud-Est. Ça va aussi donner des effets, à mon avis, négatifs sur la relation entre la Chine et les États-Unis, sur la Chine, la relation entre la Chine et la relation bilatérale sino-philippine, évidemment. Mais à travers les premières réactions de la partie philippine de ces derniers 2 jours, nous pouvons constater que ce n'est pas dans la volonté et le souhait des pays de la région que ce genre de troubles continue à s'élargir. À mon avis, cette position très ferme et juste prise par la partie chinoise aideront au fait que la situation des choses autour de ce dossier en mer de Chine méridionale soit retournée sur la bonne voie. Et quelles sont, selon vous, les meilleures solutions aux différents territoriaux entre de différents pays, y compris bien sûr ceux concernant la mer de Chine méridionale? Oui, ça c'est une question très importante. Sur ce point, la Chine et ses pays voisins ont travaillé depuis des années et des années. Il y a des principes avancés par la Chine qui ont été largement acceptés et approuvés par ses voisins. Par exemple, ce fameux principe de laisser de côté les différends et pour une exploitation en commune des ressources dans la région. C'est un principe auquel j'espère que les partis engagés continuent à rester fidèles. Il y a aussi cette solution par la voie consultative, donc c'est-à-dire la négociation diplomatique. Il faut éviter de passer à ce soi-disant processus juridique, arbitral, sans le consentement des parties engagées. Il est très important de souligner que en 2015, le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, a proposé ce qu'on appelle une double approche pour contribuer à résoudre le problème. La double approche, ça veut dire la première approche par la voie bilatérale, la négociation diplomatique, la consultation bilatérale, résoudre les litiges territoriaux, mais par la voie multilatérale, c'est-à-dire entre la Chine et l'ASEAN, donc, pour résoudre la question du maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Voilà, donc il faut qu'on retourne sur cette fameuse déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, les pays concernés sont en train d'étudier la possibilité d'élaborer des règlements, non seulement une déclaration, des règlements avec une portée juridique beaucoup plus importante, règlements sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale. Voilà la bonne voie. Merci, monsieur.